La troisième présentation avec Hélène Zéphyr, René Filippo et Anne-Sophie Moreau sur l'impact justement des traitements immunosuppresseurs immunomodulateurs sur la gravité du SARS-CoV-2. Donc je pense que c'est Hélène qui partage. Oui, oui, bonjour à tous, je vais partager l'écran. Alors, Oui, on le voit voilà, arriver. ça va arriver. Je vais me mettre en plein écran. Donc, bonjour à tous et puis merci pour ce moment, en effet, de discussion très, très transversale. Alors, c'est bien parce que vous avez réglé toute la présentation. Donc, je me présente, Hélène Zéphyr, je suis neurologue au CHU de Lille dans le centre de ressources et de compétences sclérose en plaques. Et pour cette présentation, donc avec le professeur René-Marc Flippo et le docteur Anne-Sophie Moreau, qui va donc vous présenter en fin de présentation l'expérience de la réanimation. On vous propose une overview qu'on a essayé de faire chronologique sur l'impact des traitements immunosuppresseurs et immunomodulateurs sur la gravité du SARS-CoV-2 à travers nos différentes pathologies inflammatoires. Du coup, je vous propose de commencer par les a priori que nous avions au début de la pandémie. Alors, qu'est-ce qu'en pensaient nos patients? Alors, donc, vous voyez sur cette diapositive à gauche que concernant les patients ayant des pathologies rhumatismales, donc, vous voyez sur le diagramme ici la distribution des différents traitements et dans la partie foncée, la proportion de patients inquiets de leur situation. Vous voyez que plus de la moitié d'entre eux associaient leur traitement à un risque accru d'infection à la COVID et plus des 2 tiers se considéraient fragiles vis-à-vis de la possibilité d'une forme grave de la COVID. Plus de la moitié des patients étaient sous biothérapie, 20% étaient sous hydroxychloroquine. À droite, vous avez ce que nos confrères de rhumatologie estimaient concernant cette pandémie et leurs patients. Et vous voyez que près de la moitié considérait qu'il y avait un surrisque de Covid-19 au cours des maladies rhumatismales et cependant un tiers de nos confrères rhumatologues avaient déjà un impact sur leur décision thérapeutique ou modification de posologie concernant les biothérapies. Et vous voyez que cet impact des traitements concerne également la prise en charge de ces patients sous corticoïdes. Alors maintenant, si on en vient aux faits et aux différentes observations qu'on a déjà vues un petit peu sur les différentes présentations, si on commence avec l'expérience française grâce à la filière des maladies auto-immunes en association avec les différentes organisations qui s'occupent de la prise en charge de ces maladies, vous voyez qu'il existe un signal. Alors, il s'agit d'odds ratios ajustés aux différentes comorbidités cliniques dont nous avons déjà parlé précédemment. Donc, vous voyez que sur l'évaluation des facteurs assujettis au risque de faire des formes graves de la COVID, il y a un signal qui apparaît avec l'utilisation des corticoïdes et l'utilisation des anti-CD20, notamment le rituximab. Pas de signal sur l'hydroxychloroquine. Et sur cette première approche, sur la première vague, on est au printemps 2020, pas de signal particulier concernant les autres thérapeutiques. Si on avance un petit peu, toujours sur cette première vague, on en a discuté un petit peu il y a quelques minutes, sur ce registre gras dont a parlé monsieur le professeur Filippo. Vous voyez qu'on confirme l'alerte associée au rituximab avec les formes graves de COVID, un signal qui n'est pas bien compris pour l'instant avec la salazopyrine, en sachant que les comparaisons dans cette étude étaient en référence au méthotrexate. Mais vous voyez que le signal apparaît sur les différentes molécules corticostéroïdes, rituximab et salazopyrine. Si on avance un petit peu dans le temps, dépasser la première vague et entrant dans la deuxième vague, cette méta-analyse concernant les pathologies rhumatismales montre que les facteurs de risque associés à une forme grave de la COVID concernent ici deux molécules à lesquelles on va s'intéresser. On va s'intéresser aux anti-TNF et vous voyez qu'ici, quant à l'évaluation de la gravité, vous voyez que ces anti-TNF, c'est ce qu'on a soulevé il y a quelques minutes, sont plutôt un paramètre potentiellement de protection.
Dans cette méta-analyse, une seule étude évaluait les traitements par inhibiteur de JAK. Et dans cette étude-là, l'odd ratio concernant le risque de faire une forme grave était plutôt très élevé, avec un effet de près de 10 et de façon significative. Si on prend cette étude qui concerne 3 registres internationaux regroupant des patients, vous voyez, rhumatismaux et présentant des maladies inflammatoires digestives et également cutanées, on voit une moindre représentation des biothérapies de type anti-CD20 et on vient confirmer cet effet potentiellement protecteur de l'utilisation des anti-TNF, notamment quand ils sont utilisés en monothérapie et comparativement aux traitements tels que l'azatioprine, les corticoïdes ou même les inhibiteurs de JAK. Quand ils sont utilisés en combinaison, là où on ne voit plus apparaître de différence, c'est lorsqu'il y a une combinaison anti-TNF associée au méthotrexate. Et la discussion porte éventuellement sur l'effet de contrôle de l'orage cytokinique sous anti-TNF et sous méthotrexate. Concernant la sclérose en plaques, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Gilles Defer, les premières données suite à la première vague ne dénotaient pas, et je vais me concentrer essentiellement sur les traitements, ne dénotaient pas de paramètres en tout cas délétères liés à une thérapeutique, peut-être un signal de protection avec certains immunomodulateurs tels que les interférons, mais pas de signal d'alarme concernant nos traitements immunosuppresseurs, parfois clairement lymphopéniants, tels que le fingolimod ou la cladribine ou la lemtuzumab et ces fameux anti-CD20. Mais il n'y avait encore que peu de patients. On l'a dit aussi tout à l'heure, les Italiens nous rapportent, eux, leur premier travail qui concerne essentiellement la première partie de l'année 2020, avec un surrisque, là, une alerte concernant le risque de formes graves dans la sclérose en plaques, des formes graves de Covid, si on était assujetti à un traitement par anti-CD20, ce qui était déjà un peu décrit avec les autres pathologies auto-immunes, avec notamment un effet également de la durée du traitement par anti-CD20. Lorsqu'on va associer ces deux registres, italien et registre français, un petit peu plus tardivement dans le temps, incluant la deuxième vague à l'automne, on va conforter dans la sclérose en plaques cet effet potentiellement délétère des anti-CD20 sur le risque de faire une forme grave de la Covid, avec un effet, vous voyez, un hazard ratio à près de 2 et significatif, et également un effet déjà soulevé par l'équipe, par la cohorte, par le registre italien, l'effet de la méthylprénisolone qui, dans la sclérose en plaques, n'est utilisé, alors, comme dans la myquite, qu'en cas de poussée. Donc là, c'était des patients qui avaient eu un bolus de méthylprénisolone dans le mois précédant leur infection à la Covid. Alors, si on avance un petit peu dans le temps, on arrive en 2021 avec bien sûr la règle de protection du plus grand nombre grâce à la vaccination. Et dans ce plus grand nombre, il y a bien sûr nos patients IMID et la plupart traités. Et la question survient de savoir si nos patients seront répondeurs à cette vaccination et s'ils seront également aussi bien protégés que dans la population générale. Donc, dans ce registre, dans ces deux cohortes prospectives qui rassemblent aussi bien des patients rhumatismaux que des patients de médecine interne ou neurologiques même, vous voyez qu'après une dose ou 2 doses de vaccin, le taux de réponse est un petit peu moindre chez nos patients traités, notamment s'ils sont sous anti-CD20 de façon un peu attendue, mais également sous certains antimétabolites comme le méthotrexate. Alors là, c'est des données que nous avons eues très tôt dans la sclérose en plaques avec les premières cohortes israéliennes qui, bien sûr,
mettait en avant que sous anti-CD20, ici, la réponse humorale était moindre par rapport à la population normale et par rapport à la population ayant une sclérose en plaques mais non traitée. Et ce qui était souligné, c'est que vous voyez, sous d'autres traitements, tels que le fingolimod, qui est parfois très lymphopéniant, c'est un inhibiteur de la sphingosine phosphate et dont la propriété est de localiser les lymphocytes dans les organes lymphoïdes secondaires. Et donc, on peut avoir en périphérie une lymphopénie particulièrement profonde, jusqu'à 200 par millimètre cube. Et chez ces patients-là, alors qu'il n'y a pas de signal clinique de surrisque de facteurs de gravité concernant l'infection à la Covid, en tout cas, la vaccination pourrait être associée à une moindre réponse humorale. La cladribine, qui est également lymphopéniante, elle n'est pas associée à un paramètre de réponse humorale moindre. Des études ultérieures montreront que pour les autres thérapeutiques dans la sclérose en plaques, il n'y a pas véritablement de moins bonne réponse. Et vous voyez que le taux de réponse humorale sous anti-CD20 dans cette population de sclérose en plaques n'est pas très différent qu'on soit proche de la dernière injection anti-CD20 à 2 mois ici, ou plus éloigné, parfois à plus de 6 mois. Cependant, ce papier clé a quand même mis en avant que chez nos patients sclérose en plaques, qui est une condition, alors dans la sclérose en plaques, lorsqu'il n'y a pas de combinaison thérapeutique, on n'a pas du tout ce type d'indication ni de recommandation. Et en dehors de toute thérapeutique, la condition de sclérose en plaques c'est une condition de pathologie auto-immune, mais qui n'est pas du tout associée à une immunosuppression, en tout cas périphérique. Eh bien, on peut voir que en répétant les injections vaccinales, même chez ces patients ayant sclérose en plaques et traités par anti-CD20, même si la réponse humorale reste particulièrement très, très clairement plus faible que chez le sujet contrôle, cette réponse humorale augmente quand même au fur et à mesure du temps avec la répétition de ces injections vaccinales. Et puis par ailleurs, il existe ici, vous voyez ici en fait illustré la réaction cellulaire T-mémoire, et vous voyez le même pattern, le même profil de ces cellules T-mémoire spécifiques de la Covid, le même pattern entre les patients sclérose en plaques sous anti-CD20 et les sujets contrôle, ce qui nous a encouragé en tout cas à promouvoir un schéma vaccinal complet. Et les dernières données, Gilles Defer vous les a données un petit peu tout à l'heure, montrent donc pour la période 2, essentiellement sur la période avant Omicron, confirme bien sûr le risque de faire une forme grave de Covid-19 sous anti-CD20, mais en tout cas montre bien, corrobore bien ce que nous venons de voir, à savoir que la meilleure protection reste la vaccination. Dans cette population de sujets vaccinés, il y a une moitié à peu près de patients sous anti-CD20. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces données-là. Je vais passer la parole, si vous le voulez bien, au docteur Anne-Sophie Moreau pour l'expérience de réanimation du CHU de Lille, qui s'est chargée donc de nos patients immunodéprimés. Alors, je peux Du coup, continuer c'est à toi partager qui... l'écran si tu veux, je peux passer Ouais, les diapos. c'est toi qui les passe. Ouais. Bon, ben, merci Hélène. Moi, j'ai essentiellement regardé un petit peu l'autre point de vue, c'est-à-dire le point de vue du réanimateur sur les patients atteints de Covid-19 sur les 2 années qui viennent de s'écouler. Parce que notre point de vue à nous, c'est qu'on a très, très peu de patients immunodéprimés. Donc là, ce sont des données préliminaires en fait, de notre base de données à nous, que j'ai un petit peu repris et puis largement trié. Donc, il n'y a peut-être pas toute la réponse aux questions que vous vous posez, mais je suis disponible pour en discuter. Donc, sur le CHU de Lille, depuis donc le premier patient, c'est février 2020, fin février 2020. On a eu 1241 patients, dont 10 sont encore hospitalisés avec actuellement des variants Omicron.
Sur ces 1241 patients, 318 décès, ce qui fait 25% de décès, majoritairement des hommes, ce qui est largement décrit dans la Covid. Et quand on regarde les vaccinations, donc la majorité des patients étaient les patients atteints du variant d'origine, en fait, en 2020, donc, alors que le vaccin n'était pas disponible, ou des patients qui n'étaient pas encore éligibles, notamment en mars-avril 2021, à la vaccination. Donc finalement, on a beaucoup de patients non vaccinés. Et puis, une fois que le vaccin est disponible, finalement, on a encore beaucoup de patients en réanimation qui sont non vaccinés, donc ce qui corrobore largement les données épidémiologiques nationales. Et donc, à Lille, on a à peu près un peu moins de 10% de patients vaccinés admis en réanimation, dont à peu près 10-20% qui ne sont vaccinés que partiellement. Sur ces patients, on a 40% de patients qui vont être ventilés, 10% qui sont assistés par ECMO, donc vraiment des patients qui peuvent être graves avec un IGS2 moyen. Donc nous, c'est l'indice de gravité simplifié qu'on cote à l'entrée de chaque patient qui est de 40 environ, ce qui fait une mortalité prédite de 24,7. Bon, ça marche puisqu'on a effectivement 25% de mortalité chez nos patients. Donc majoritairement des patients assez âgés, enfin 60 ans, avec un âge qui a baissé au fur et à mesure des vagues, obèses et une durée de séjour de 14 jours, mais qui peut être très variable quand on regarde la déviation standard, avec des patients qui décèdent tout de suite ou qui peuvent avoir même des durées de réanimation prolongées de plusieurs mois. Là, on a la répartition des variants en fonction des vagues. Donc, effectivement, le variant d'origine qui était très majoritaire. Et puis, on voit apparaître le variant alpha, puis delta. On a quand même quelques patients avec le variant omicron, mais ce qui est très peu au vu du nombre d'infections de janvier 2022. Tu peux passer à la diapo, Hélène. Donc, si on regarde plus spécifiquement ce qui va vous intéresser, les patients immunodéprimés en réanimation, on a eu 118 patients sur les 1241, ce qui fait un peu moins de 10%. Et c'est majoritairement des patients atteints soit d'hémopathie maligne, soit de cancer. Et quand on regarde plus spécifiquement les patients non onco-hémato, on avait donc 45 patients, ce qui est peu quand on rapporte aux 1241. Et parmi ceux-là, les patients atteints de IMID au sens large, donc toutes sortes de pathologies inflammatoires, enfin IMID, 17 patients, soit 1,3% de la cohorte. Donc pour nous, c'est vraiment, quand on se place du point de vue du réanimateur, vraiment une population qui est relativement anecdotique, bien que on ne les a pas du tout vus sur les premières vagues. Ces patients-là, on les a vus apparaître au fur et à mesure des vagues et plutôt à partir de la 4e, 5e vague, on a commencé à avoir des patients immunodéprimés. Sinon, avant, on en avait assez peu. On a aussi une grosse partie de patients greffés d'organes, essentiellement reins, mais aussi foie, cœur, poumon. 2 patients VIH au stade SIDA. Et en termes de traitement, c'est résumé dans le tableau, pas mal de patients sous corticoïdes quand même au long cours, des patients sous rituximab, majoritairement dans cette cohorte-là, des patients qui recevaient du R-CHOP pour des hémopathies lymphoïdes malignes, des patients sous chimiothérapie et quelques immunothérapies. En tout cas, pas de quoi faire des grosses statistiques. Tu peux passer la diapo, Hélène. Voilà. Et donc, en ce qui concerne les patients IMI des réanimations, donc on voit, c'est des patients qui avaient... en fait, les variants 2020, c'est à partir de la vague, c'est encore les premiers variants, mais à partir de 2020, plutôt les patients qui étaient en mars 2021, mais qui avaient le variant original. Et puis essentiellement alpha et delta. Ces patients sont plus sévères puisqu'on est à 50% de ventilation, ce qui est plus que dans la population globale. On n'a qu'un patient assisté par ECMO, ce qui n'est pas facile à interpréter, mais probablement qu'il y a des raisons aussi pour lesquelles, d'état général et de sévérité de la maladie, pour lesquelles on ne les a pas forcément implantés. Enfin, c'est difficile à dire sur ce petit effectif. Et on est quand même à 50% de décès, ce qui est significativement supérieur à la population totale. Encore une fois, sur un petit effectif, on a quand même la moitié de patients qui sont sous corticoïdes au long cours et à peu près aussi la moitié des patients qui ont plusieurs immunosuppresseurs, donc vraiment une population assez immunodéprimée.
Quand je dis immunosuppresseur, c'est tacrolimus celsate essentiellement. Quand on regarde la mortalité sur toute la cohorte, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on confirme toutes les données dont vous avez déjà parlé. Il y a une surmortalité des patients immunodéprimés par rapport à la population totale de réanimation, et ce, quel que soit le traitement reçu. Donc, c'est vrai pour les corticoïdes, c'est vrai pour l'ituximab, c'est vrai pour la chimiothérapie, c'est vrai pour les autres immunosuppresseurs. Et moi, ce qui m'avait intéressé après, c'est de regarder au sein des patients immunodéprimés, finalement, c'est que au sein de ce groupe de mortalité supérieure, ce qui pêche vraiment surtout, ce qui a vraiment un impact, c'est la chimiothérapie, bien plus que les corticoïdes ou le rituximab au long cours. Probablement parce que c'est des patients aussi avec un état général très, très altéré. Dernière info, j'ai pas mis la donnée, c'est assez difficile aussi à interpréter, c'est qu'on voit sur la population de réanimation que les patients vaccinés ont un pronostic qui est moins bon que la population totale, encore une fois, probablement parce que le fait de faire quand même un Covid alors qu'on est vacciné est un facteur de risque de gravité et de mortalité. Mais ça, faut que je fasse des stats supplémentaires pour confirmer cette donnée. Voilà, je te laisse passer à la synthèse. Très bien, merci Anne-Sophie. Donc pour la synthèse, pour ce qui est des différentes thérapeutiques associées à une gravité potentielle du Covid chez nos patients humides, on retiendra la corticothérapie, les anti-CD20 et ce signal avec les inhibiteurs de JAK. Pour le reste, les données sont assez similaires à la population générale avec un certain poids des comorbidités connues de la population générale et bien sûr, la protection principale qui reste la vaccination. Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions. Merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je pense qu'on a le temps pour quelques questions avant de faire la dernière partie. Alors, oui, il y a un panéliste. Eric Achula, oui. Oui, Anne-Sophie, pour Anne-Sophie Moreau. Donc, c'est un peu troublant, effectivement, les patients vaccinés qui sont plus à risque, mais est-ce que vous savez quel était leur statut anticorps? C'est des patients vaccinés qui n'avaient pas d'anticorps? Alors, une partie, oui, c'est des patients qui n'avaient pas d'anticorps. Il y en a même qui ont reçu du plasma de convalescent. Mais pas tous. Et paradoxalement, on a quand même des patients sous immunosuppresseurs qui arrivent avec des taux d'anticorps entre guillemets satisfaisants, même si, à ma connaissance, on ne sait pas bien encore le taux d'anticorps qui serait protecteur pour la Covid. Donc, il y en a qui arrivent quand même avec des anticorps et qui font quand même une forme grave. Alors ça fait partie des données, parce qu'en fait, j'ai l'intention d'analyser un peu plus la base de données. Ça fait partie des infos qu'il va falloir recueillir une par une, effectivement. Mais on a des patients, malgré les immunosuppresseurs, qui s'immunisent et malgré l'immunisation, qui font des formes graves. Je dirais, à vue de nez comme ça, il y en a quand même peut-être 1 sur 2 qui arrivent à s'immuniser, mais vraiment à prendre avec précaution. Peut-être à défaut cellulaire à ce moment-là. En fait, ils sont assez hétérogènes dans la population immunodéprimée, entre les oncos, les patients transplantés, les patients IMID, qui ont en plus différents traitements. En fait, on arrive sur des très petites populations et je ne suis pas sûre que ce soit facile de tirer des conclusions sur cette cohorte. Oui, parce que en fait, on voit que, en tout cas, la vaccination est associée à un surrisque de mortalité, mais peut-être simplement c'est un petit drapeau rouge sur un patient. C'est-à-dire qu'un patient qui est vacciné, comme tu disais, qui arrive en réanimation, ça veut dire que probablement il doit être très immunodéprimé, il doit avoir peut-être des traitements aussi immunosuppresseurs qui doivent limiter sa réponse immunitaire, et donc fait qu'il fait une forme plus grave de SARS-CoV-2. Donc c'est peut-être pas, bien sûr, c'est pas un lien de causalité, c'est une association, on va dire. Oui, oui, exactement. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que si on se place du point de vue des patients immunodéprimés, la vaccination protège, mais en réanimation, arriver vacciné, faire une forme grave en réanimation en étant vacciné, c'est pas bon du tout. C'est pareil, ça veut dire qu'on n'a pas bien répondu ou qu'on a un système immunitaire qui est particulièrement déficient, quoi. Très bien. Est-ce que je ne vois pas d'autres questions? Mais en tout cas, c'était bien parce que ça refait une synthèse, je pense, effectivement, sur l'impact des traitements, et on retrouve quand même les grands classiques sur la corticothérapie et les anti-CD20. Donc ça confirme bien ce qui avait été dit précédemment, et aussi la réponse vaccinale. Et donc, merci beaucoup, Hélène, René Marc et puis Anne-Sophie pour cette présentation.